Bon, c'est le matin au refuge de Ricou. On a déjeuné. C'était d'ailleurs très très bon. Là on a fini de s'équiper. Il est un peu moins de 8 heures. Et on démarre, on attaque. Donc par de la montée jusqu'au carrefour du lac, du Laramont et du Serpent. Donc on va refaire une partie du sentier qu'on a fait hier en descente. Et ensuite on va suivre la courbe de niveau en direction du refuge de Laval, où là à nouveau on aura une grande descente. Et un peu avant la descente, on bifurquera à droite pour essayer de trouver le petit lac de la Cula. Et c'est parti. On est dans la montée, mais on y va tranquillement pour chauffer les muscles, chauffer l'organisme. On s'élève au-dessus du refuge. Le soleil perce à peine sur les premières toitures. Nous marchons à l'ombre et ça va qu'on marche, mais si on doit s'arrêter, on mettrait obligatoirement la polaire parce qu'il fait relativement froid. On est dans une partie de montée qui est un petit peu aérienne. Et d'ailleurs, c'est tout le charme de cette partie-là qui fait que par moments, on a l'impression d'être suspendu dans le vide avec le soleil à l'est qui commence à éclairer en face de moi la dent du diable et la dent du raisin. On est à nouveau revenu au carrefour des 4 sentiers, le carrefour de la Replate, 2291. Donc le sentier d'où on arrive, petit remake de hier avec le refuge en bas. Le sentier qu'on va emprunter en direction du lac de la Cula et du refuge de Laval. Le sentier qui monte au lac et là-bas le sentier qui arrive de Névache, appelé chemin de ronde. Rencontre du matin. Mimi a eu l'œil. Celle-là, je ne l'avais pas vue. Belle marmotte qui se réchauffe de sa nuit. Là, on marche sur la ligne de côte, donc beaucoup moins violent pour la grimpette. Et surtout, si on observe, on a plein de marmottes autour de nous. Ce qui est marrant, c'est que d'habitude, elles sifflent pour avertir un danger. Et comme elles nous considèrent pas comme un danger, ça siffle pas et du coup, on passe à côté et on les voit pas forcément. On arrive sur un champ de vinaigrette aux abords du sentier. Et quand on aperçoit ce type de plante, c'est que pas loin, en général, on peut trouver de l'eau. Et c'est le cas, puisque toute cette zone est irradiée par les vinaigrettes. Et au milieu, on trouve un petit cours d'eau avec une eau claire. Et s'il fallait, on pourrait se ravitailler en eau. Si je ne me trompe pas, cette plante est une vérâtre. C'est une plante toxique. Mais il faut que je revérifie parce qu'il y a une histoire de feuilles alternes ou opposées. Et là, on est sur des feuilles alternes. Et de mémoire, je crois que quand les feuilles sont alternes, c'est une vérâtre. Et la vérâtre donc est toxique. Et quand on a la même plante avec les feuilles opposées, il s'agit d'une gentiane, une grande gentiane, avec laquelle on tire l'extrait qu'on va introduire dans l'alcool, la suze, à partir de la racine. On a là de la ciboulette sauvage. Et quand on écrase un petit peu la fleur, l'odeur nous rassure sur la plante. On ne peut pas se tromper. On vient de voir passer un hélico. Et il semble que cet hélico est atterri du côté du lac de la Cula, juste au-dessus, là où on va. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est blessé, un malaise, je sais pas.
On s'est un peu écarté du sentier classique pour essayer de trouver le lac de la Cula. Donc là on voit un ruisseau qui est assez important. On peut espérer que c'est la surverse du lac de la Cula. Pour le trouver, ce petit lac, il n'est pas compliqué, il n'est pas loin, mais il n'est pas vraiment balisé. Donc on traverse le cours d'eau. Avec Milton, on était épatés parce qu'on a l'impression, c'est bien sûr la nature qui a fait ça, enfin, ouais, c'est la nature qui a fait ça, mais on a vraiment l'impression d'être sur un chemin d'allée, type via romaine. On a trouvé le lac et il y a déjà du monde. À chaque fois que je viens là, je pense toujours à arriver le premier, finalement il y a déjà du monde. C'est extraordinaire. La dernière fois il y avait des gens qui dormaient là. Alors je suis avec un groupe qui était là justement au moment où on est arrivé, et en vérité l'hélico qu'on a croisé tout à l'heure, c'était pas pour un secours. Ils venaient déposer des sacs étanches avec de l'eau et des alevins dedans pour faire une opération de réensourcement de poissons dans le lac. Et il fait plusieurs lacs. Là, il va faire plusieurs lacs ici, autour de. D'accord. Et là, voilà, on voit les petits alevins. C'est quoi comme type de poisson? Les truites. Là, à la fin de l'été, ils feront 12 cm. 12 cm. Oui. Mais sur les 3 sacs qu'on a alvinés, Ouais. il y aura en fait la proportion d'un sac qui va survivre. Les autres, ils vont être mangés par les grosses truites. D'accord. Les poissons, parce qu'il y a des gros poissons dans le lac. Et en fait, ils vont se régaler. Tout l'été, ils vont se nourrir de ces petits alevins. Et en fait, il va rester à peu près la valeur d'un sac sur 3. D'accord. Et mais s'il y a déjà des truites, elles ne se reproduisent pas naturellement? Alors là, il faut demander aux pêcheurs. Ils sauraient mieux vous répondre que moi. D'accord. Oui, oui. Et ils ont passé la nuit là? Ou ils sont arrivés tôt ce matin? Ah, il est arrivé tôt ce matin. Dom, c'est celui qui a le gilet jaune, qui attendait l'hélico. Elle m'a expliqué qu'il y avait déjà des truites dedans et qu'il y avait les 2 tiers qui allaient être mangés par les truites adultes. Il y a des grosses truites qui traînent et il va y avoir presque 2 tiers. Ouais. D'accord. La question que je pose, c'est s'il y a déjà de la truite dedans, ça veut dire qu'elle n'est pas capable de se reproduire si on est obligé. Il y en a qui se reproduisent. Mais pourquoi on réensemence? C'est surpêché. Ah, d'accord, ok. Le problème c'est pas les truites qu'il y a se reproduisent, mais comme c'est surpêché, D'accord. on est obligé d'aleviner. D'accord, ok. C'est comme en rivière dans la Clarée, comme dans tout le 0,5, on alevine parce que c'est surpêché. Mais quand on fait des pêches électriques, pas en lac mais en rivière, on a à peu près 85% de truites endémiques. D'accord. Voilà. Ah oui, quand même, ouais. Et les 15% c'est l'alevinage. D'accord, ok. Et là-dedans c'est à peu près pareil. Pourquoi la pêche électrique? Parce que ça nous permet de comptabiliser sur 100 mètres linéaires. Ouais. On fait une pêche électrique pour voir le nombre de poissons. C'est un échantillonnage pour voir l'état du cours d'eau, c'est ça? Voilà. D'accord, ok, ouais, quand même, ouais. Ok. Et là, si vous restez 1 heure, vous allez voir en bordure, vous voyez, au fur et à mesure, ils vont se répandre. Donc nous, les truitelles, ça y est, elles se répandent là sur les abords. Sur à peu près là, 1 tiers du lac. Du lac. Et il y a les grosses truites qui vont arriver. Ah ben là, il y en a une grosse qui vient de manger, on la voit, ouais. Elle vient de manger un alevin. Voilà, vous avez vu. Voilà ce que c'est. Et elle est jolie cette truite. Hein. Ah, elle était belle, ouais. Elle était à la maille ou pas? Oui, largement. Oui, mais là, donc en lac et en rivière, dans le 0,5, ils ont tout mis à 20 cm. À 20 cm, voilà. D'accord. Bon, après, les truites en altitude, bon, elles grossissent lentement. Il va alors Mimi, la truite. Regardez, regarde Jean. Ouais, elle vient là déjà. Là, elle est là-bas, ouais, regarde. Elle vient grailler là. Tu la vois là? Là. Ah oui. Oui. Elle est belle. Tu vois, et celle-là, donc celle-là, elle va manger, rien que là, elle va manger 4 ou 5 truitelles, quoi. D'accord. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais quand il n'y a pas de truitelle, elle se nourrit d'insectes. Vous voyez? C'est moucherons. Les moucherons qui tombent dans l'eau et. Ça tombe, elles mangent. Ouais. C'est pour ça qu'on les voit sauter de temps en temps. Ouais. Donc des fois il y a un coup de vent, vous voyez, elle est en chasse. Oui. On vient de passer 1 heure à discuter avec les pêcheurs.
C'était super sympa, on a appris plein de choses. On croise les premiers rhododendrons ferrugineux qui sont en floraison. En général, quand je les vois, c'est au mois d'août et les fleurs ont déjà toutes disparu. En face de nous s'élève le massif des Cerces. Patrice qui prend ses meilleures photos. On était dans le vallon au fond et sur ma gauche, je vais zoomer, on aperçoit encore le sommet de Grande Tempête. Nous avons bientôt fini la courbe de niveau, c'est-à-dire que quand on a quitté la Cula, on a continué le sentier qui suit un petit peu la montagne en vallonnant un petit peu, on monte, on descend et là on aperçoit le sentier de descente qui va nous amener en bas dans la vallée et je vais essayer comme d'habitude de faire un zoom pour montrer l'endroit où on doit atterrir. Voilà, on doit atterrir à peu près à ce niveau là. Depuis plus d'une demi-heure, on est sur la descente vers Laval et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la descente est beaucoup plus fatigante que la montée parce que ça appuie sur le bout des doigts de pied, ça déglingue les genoux et pour ma part je me fatigue beaucoup moins, en tout cas l'organisme se fatigue beaucoup moins dans les montées que dans les descentes. Et en plus celle-là de descente depuis la Cula jusqu'à Laval, elle est très très longue. On a enfin fini la descente, j'ai les pieds ruinés. Bon là on a 500 mètres à faire pour aller au refuge et puis demain on réempruntera ce petit passage où on est en train de descendre. Faisons le point à l'entrée du refuge de Laval. On a donc cette entrée spéciale randonneurs et ceux qui dorment ici, où on trouve comme à Ricou la salle où on va pouvoir se changer, déposer nos chaussures, prendre nos sacs à dos et les affaires essentielles on les met dans les bannettes pour les montrer dans la chambre. Voilà, là à nouveau on trouve des casiers où on peut trouver des crocs pour ceux qui n'ont pas prévu de chaussures intermédiaires. Et ici on trouve la zone qui est le séchoir et qui permet justement après la petite lessive qu'on a fait de sécher les affaires pour le lendemain. Alors, je viens de prendre la douche, Milton est en train de prendre la sienne. Mais bon, la particularité de cette douche, c'est qu'elle est solaire et au milieu de la nature. Allez, découverte. Ici, on a le système qui fabrique l'eau chaude. Ici, j'ai la douche solaire. Là, on voit mes fringues qui sèchent. Comme on peut voir, voilà, j'ai un torrent qui passe juste à côté. J'ai la nature à côté, des aulnes, des genévriers. Alors bien sûr, le refuge de Laval. Et là, on voit le système, voilà, eau chaude, eau froide, qui arrive au cul de la douche. Par contre, la seule remarque à faire, c'est que dès qu'on coupe l'eau chaude, alors l'eau est bien chaude, hein, mais dès qu'on coupe l'eau chaude, il y a un petit vent là qui tourne, qui s'engouffre dans la douche. Et c'est vivifiant. Petite visite de la douche. Donc là, hop, on a une petite zone tampon où on peut pendre des choses, des serviettes, des habits. Voilà. Et là, la douche avec la petite tablette en bois qui est bien pratique. Franchement, non, c'est sympa. Et forcément, la vue, quand on se douche, on voit ça. Génial, non?
On vient de se prendre avec Milton une crêpe, moi beurre salé, voilà, c'est tout ce qui reste. Une crêpe au chocolat pour Milton, c'est tout ce qui reste, voilà. Et il a pris un coca des brasseurs savoyards. Apparemment c'est bon. Voilà, ben en plus c'est marqué sur la bouteille, c'est bon. Excellent, non? Ah ouais? Ouais, regarde, c'est pas Je l'ai génial. pas vu. Ben, ça fait du bien de se poser un petit peu et on est déjà en train de regarder ce qui nous attend pour demain, planifier le départ. Donc on va essayer de partir vers les 6h du matin. Donc 6h, ça veut dire qu'on est en train de marcher. Parce que malgré tout, on a une très grosse journée qui nous attend. Et pour le fun, et pour montrer qu'on est plutôt pas mal au refuge Laval, la vue depuis la terrasse sur la vallée de la Clarée. Petite visite des zones dortoirs de Laval. Donc là j'ai une sortie, mais qui est borgne, on ne peut pas aller plus loin. Donc je pense qu'à l'époque ils avaient dû prévoir quelque chose pour monter sur le rocher panoramique. On retrouve la terrasse où on a mangé la crêpe. De l'autre côté, on voit le fond de vallée, le fond de la Clarée, avec la zone où on est descendu tout à l'heure. Et là maintenant, on va juste faire un tour du propriétaire. Donc on monte par cet escalier et on accède à la zone des chambres qui est ici. Voilà, donc chambre 6, 5, donc 4, 3, 2, 1, et nous on est dans la 4. Et voilà, et on sera avec 2 autres personnes. Et nous on va occuper ce lit-là, puisque le refuge est complet. Avec notre petite fenêtre, ça c'est sympa. Rico, on avait une toute petite fenêtre triangulaire. Et là malgré tout c'est bien, on va pouvoir un petit peu ventiler. Un jus de fruits, comment ça s'appelle? Alors, La salle du réfectoire. Ça c'est le chien du refuge qui a l'air féroce. Cette semaine, on a du beau temps, mais il y a tous les jours pas mal de vent, surtout en fin de journée. Et aujourd'hui et hier, je me suis un peu carbonisé les jambes au soleil. Donc j'ai de bons coups de soleil sur les jambes comme la dernière fois. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire la même bêtise. Demain, je prends le pantalon, je mets le pantalon même s'il fait chaud et je marche avec le pantalon. Le refuge est équipé comme Ricoux et comme Buffer d'une centrale hydroélectrique. Et on voit bien ici l'arrivée de l'eau. Je vais essayer de m'approcher, il y a pas mal de bruit. On voit l'arrivée de l'eau avec les vannes rouges qui tapent dans la turbine et qui fait tourner l'hélice de la turbine avec le puits de dégagement en dessous pour l'eau de sortie de la turbine qui va produire l'électricité pour le refuge et une électricité constante et permanente. Autour du refuge, on retrouve des plantes coutumières, des endroits où en général il y a des vaches ou autres. Ce rumex alpin qui est une plante potagère. Et un peu plus loin avec les fleurs blanches qu'on aperçoit,
à nouveau, je pense en avoir parlé, c'est des égopodes, qui est aussi un vieux légume potager. On trouve aussi du kénopode bon Henri ou épinard sauvage, qui servait autrefois à faire dans le Champsaur les vrais gratins d'oreilles d'âne.